Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, la Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accompagner encore une fois pour ce débat. Nous recevons Pierre Assouline, grand témoin de cette édition 2022, avec une thématique également articulée autour de la rupture, thème de cette édition, cette fois-ci la rupture invisible. Pierre Assouline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Racine de Ciel. Alors, c'est devenu un rituel, des éléments biographiques peut-être pour éclairer votre parcours et ensuite débuter cet entretien. Vous êtes né à Casablanca au Maroc, vous êtes écrivain, journaliste, chroniqueur, professeur et membre de l'Académie Goncourt. Lauréat du prix de la langue française en 2007, vous avez publié plus d'une trentaine de livres, parmi lesquels de nombreuses biographies. Citons par exemple celles de Simenon, Gallimard, Hergé, Dassault, Camondo et bien sûr Albert Londres, dont nous aurons l'occasion de reparler ici. Plusieurs de vos romans, quasiment tous d'ailleurs, tous parus chez Gallimard, ont obtenu des prix littéraires. De La Cliente en 1998 à Tu seras un homme, mon fils en 2020, en passant par Lutetia, Le Portrait, Sigmaringen, Retour à Séfarade ou Golem, sans oublier Vie de Job en 2011, titulaire de 3 prix littéraires différents. Vous êtes également l'auteur d'enquêtes, de récits, d'anthologies, d'un dictionnaire amoureux de la littérature et des écrivains chez Plomb et de 2 autodictionnaires, dont l'un consacré à Marcel Proust. Contributeur régulier de presse écrite, professeur à Sciences Po Paris, vous êtes aussi homme de radio, producteur de séries et d'adaptations théâtrales. Depuis 2005, vous animez le blog littéraire La République des livres, que vous avez créé comme un espace d'expression critique libre et interactif. Nous allons évoquer ce soir ensemble votre dernier roman, Le Paquebot, paru en février 2022 chez Gallimard. À travers le regard d'un narrateur, ce livre, en forme de chronique d'une catastrophe annoncée, revient sur le naufrage du Georges Philippard en mai 1932, pendant sa croisière inaugurale. Ce huis clos magistral, qui met en scène une multitude de personnages cosmopolites, est aussi la métaphore du naufrage imminent de l'Europe à quelques mois de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Vous faites ainsi le témoin, et vous nous rendez témoin, pour reprendre la thématique de notre débat, de ces glissements transitionnels, puis de cette rupture, invisible au début parce qu'insidieuse et objet de déni, entre le monde d'avant, le monde d'hier et le monde d'après. Ce qui entre douloureusement en résonance, hélas, avec notre actualité et le retour de la guerre en Europe. Alors, une première question. Tout d'abord, une question sur la façon dont ce livre très dense s'inscrit dans l'ensemble de votre œuvre. On y retrouve certes des thèmes et des époques qui vous sont chères, avec beaucoup de références et quelques clins d'œil à certaines de vos œuvres précédentes, nous y reviendrons, mais c'est avant tout un huis clos, comme Lutetia, Sigmaringen ou Les Invités, avec de surcroît un huis clos dans le huis clos, puisque tout se passe dans la première classe du bateau. Pourquoi à nouveau ce choix d'une unité de lieu, même si ici, par définition, elle est mouvante ? En fait, vous avez raison, c'est un huis clos à ciel ouvert, hein, un peu spécial. Un huis clos sur un paquebot. Moi, je suis fasciné par le huis clos parce que je suis claustrophobe. Donc le point de départ, c'est ça. Et donc, vous avez évidemment évoqué Les Invités, qui est un huis clos dans un appartement, toute une soirée, un dîner dans un appartement à Paris, Lutetia, qui se passe entièrement dans un grand hôtel, Sigmaringen, qui se passe entièrement dans un château. Et depuis très longtemps, je voulais raconter une croisière. Je n'ai jamais fait de croisière, hein, avant il y a 15 jours, mais j'en avais jamais fait. Donc, c'était peut-être une croisière un peu fantasmée, mais pour moi, une croisière, c'est un huis clos. Je l'avais imaginé comme ça. Bon, il y a aussi le fait que
avant d'écrire un roman, je commence par faire des repérages. En quoi ça n'a rien de moderne. Mon inspirateur, c'est Émile Zola. Zola a fait des repérages pour la plupart de ses romans. Je pense par exemple à Germinal, qui est un roman qui m'a beaucoup intéressé. Pour Germinal, il a passé beaucoup de temps à Valenciennes et dans les mines autour de Valenciennes. Il est descendu au fond de la mine et il a fait des croquis, il a fait des photos. Tout ça a été publié et en fait, il agissait comme un cinéaste, ce qui est quand même incroyable à la fin du 19e siècle. Donc moi, pour chaque livre, j'ai fait des repérages. Pour les précédents, j'ai fait des repérages comme si j'étais un metteur en scène de cinéma. Et puis après, progressivement, j'ai glissé comme si je réalisais une série télévisée, parce que j'en regarde maintenant beaucoup plus que de films de cinéma. Mais pour Le Paquebot, j'ai visualisé une pièce de théâtre, parce que je me suis aperçu que c'est vraiment ça. Vous avez cité la règle des 3 unités qui est à la base de tout le théâtre. Eh bien, c'est ça. Nous sommes au printemps 1932. La traversée Marseille-Yokohama et retour va durer 3 mois, à peu près 3 mois. C'est très peu, donc unité de temps. Le lieu, ben oui, c'est le paquebot. Hein. Il y a quelques escales, mais elles sont rapides, donc c'est essentiellement le paquebot. L'action aussi. Et quand je dis le paquebot, il faut bien comprendre une chose, c'est des paquebots de grand luxe. C'est très différent des paquebots d'aujourd'hui. Il y avait là à peu près 750 passagers et environ 200 personnels, hein, matelots, mécaniciens, serveurs, restauration, etc. C'est pas tellement. Aujourd'hui, les paquebots, d'ailleurs, je crois que j'en ai vu un tout à l'heure, assez effrayant, il y a 4000 passagers. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Donc, c'est encore des paquebots à taille humaine, à une époque, les années 30, qui est l'âge d'or des paquebots. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que la construction de ces paquebots, c'est que même quand ils sont à une taille raisonnable, le point central, c'est le pont promenade, c'est-à-dire un grand pont promenade, comme son nom l'indique, avec des transats où des gens restent allongés parfois toute la journée, et des gens qui vont, qui viennent, qui marchent. Alors, ils ne font pas que ça, bien sûr. Hein. Vous avez à bord un court de tennis, une très belle piscine qui fait 50 mètres, des gens qui jouent tous les jours aux échecs, des parties de bridge, il y a même un jeune enfant, enfin un enfant, adolescent, à qui on a offert quelque chose qui s'appelle à l'époque le Landsmark, mais qui va devenir très vite, quelques années après, le Monopoly, qui venait de naître aux États-Unis. Donc, les gens s'occupent. Parce que c'est long, une traversée, parce que la traversée de l'océan Indien, c'est 8 jours sans escale et sans voir la Terre. À l'époque, il y a pas ça bouge très peu. Donc, c'est un peu comme le lac Léman, la molle du lac. Ça rend neurasthénique les gens qui regardent toute la journée. Donc, il faut s'occuper. Puis, il y a des gens qui lisent, bien sûr, qui emportent des gros livres à lire. Voilà. Donc, tout ça, ça s'organise. Mais il y a une micro-société qui s'organise. Et c'est pour ça que c'est du théâtre aussi. C'est que la scène principale ne bouge pas. Moi, souvent, on me dit « Ah, ce serait bien ton roman, tel ou tel roman, s'il était adapté au cinéma ou en une série télévisée. » Et là, les gens, spontanément, me disent « Ça serait bien s'il était adapté au théâtre. » Parce qu'ils voient spontanément que, à part une ou 2 escales importantes à Shanghai et à Saigon, pour des raisons sentimentales et autres, l'essentiel se passe sur le pont promenade. Deuxième décor, le restaurant, puisque les gens déjeunent et dînent 3 fois par jour et qu'ils partagent les mêmes tables et beaucoup de choses se disent à table. Et puis parfois les cabines, bon, éventuellement. Mais tout ça, c'est du théâtre. Vous avez abondamment parlé un peu du comment de la jeunesse de ce roman, et aussi son aspect particulièrement théâtral et aussi de son immobilité. On verra, parce que c'est immobilité scénique, mais aussi immobilité d'action. On en reparlera, mais la question que je voulais vous poser, c'est aussi le pourquoi
au-delà du comment, c'est comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman et surtout de son écrin qui est bien particulier, bien spécifique, qui est La croisière du Georges Philippard au printemps 1932. Alors, permettez-moi de récuser un mot que vous avez utilisé, qui est celui qui est le plus souvent utilisé, c'est l'idée. Pour moi, un roman, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas non plus un sujet, et ce n'est pas non plus un thème. Pour moi, j'allais dire, c'est les trois mots qui tuent. Parce que un roman, c'est un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de roman. Bien sûr, on peut écrire un livre sur commande. Commande de l'éditeur, commande de qui vous voulez. On peut écrire aussi un livre parce qu'on s'imagine qu'il y a un marketing de l'édition, ce qui est une idée complètement folle. Il n'y a pas de marketing, et que ça pourrait plaire à un certain public. Bon, tout ça, évacuons-le. Il faut qu'il y ait un désir. Pourquoi ? Parce que écrire un livre, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, c'est un tel effort dans la solitude, parce que l'écriture, c'est la solitude, que s'il n'y a pas un désir profond, on passe à côté. Ça ne marche pas. Le livre ne sera pas bon. Donc le point de départ, c'est le désir. Et ce désir, j'avais depuis longtemps, c'était de raconter ça, un paquebot. Parce que les paquebots m'ont toujours fait rêver. Je suis né dans une ville portuaire. Mon père m'amenait souvent au port de Casablanca le dimanche, parce que lui, il allait beaucoup en semaine aussi. Il faisait de l'import-export. Et donc, on y allait, parce qu'il devait rencontrer des gens, je suppose. Et j'étais pris dans ce que Flaubert appelle, dans un passage de l'éducation sentimentale que j'ai mis en épigraphe de mon livre, la mélancolie des paquebots. Je trouve que c'est très beau, la mélancolie des paquebots. Et c'est quoi ? C'est le fait, tout simplement, quand on est un petit garçon, de voir partir des énormes bateaux au loin. Ça fait rêver. On ne sait pas trop où ils vont, ça n'a aucune importance. On ne sait pas comment ils s'appellent. On sait juste qu'ils sont énormes et que nous, on est tout petits et qu'ils partent probablement très, très loin. Et ça déclenche le rêve. Alors, le point de départ, c'est ça. C'est le rêve. Et après, c'est la passion du huis clos et l'envie de se débrouiller avec ça. Alors, pourquoi le Georges Philippard ? Bon, au départ, je me suis dit, voilà, je veux faire ça, il me faut un paquebot. Pas question de m'intéresser au paquebot d'aujourd'hui pour les raisons que je vous ai dites. Et donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à l'âge d'or des paquebots. Donc, j'ai trouvé un livre, un beau livre, que je vous recommande. Je ne sais plus quel est l'éditeur, mais je vous trouverai ça si ça vous intéresse, dans le public. Magnifique livre sur l'âge d'or des paquebots, c'est-à-dire depuis le Titanic, tout de même, jusqu'aux France, en passant par le Normandie, qui était quelque chose d'exceptionnel, d'un luxe. Vous savez, il y avait une concurrence dans les années 30 entre les compagnies maritimes pour réussir les plus beaux bateaux, pour faire des décorations qui soient les décorations les plus réussies, les plus avant-gardistes, qu'on a l'embarras du choix. Et donc, j'ai commencé à regarder dans ces livres les paquebots, en me disant, dès qu'il y a quelque chose qui naît comme ça, eh bien, je le choisirai. Mais au bout d'un instant, je me suis dit, mais j'en ai regardé des très beaux, hein, mais je me suis dit, c'est ridicule. Je suis en train de chercher un paquebot, alors que j'en connais un historique très très bien, et pour cause, puisque j'ai écrit il y a longtemps la biographie d'Albert Londres, le grand reporter, et Albert Londres est mort, soit noyé, soit brûlé, dans la tragédie du Georges Philippard qui le ramenait de Shanghai. Donc j'ai choisi ce bateau. J'ai vu en plus que c'était une croisière inaugurale, donc de grand luxe, parce qu'ils avaient beaucoup d'invités, que c'était une ligne intéressante, Marseille-Yokohama, avec des escales à Djibouti, à Colombo, Ceylan, à Saigon, à Hanoï, à Shanghai. Donc c'était déjà intéressant. Je me suis jeté là-dedans sur le Georges Philippard, d'autant plus que j'avais conservé de mon enquête d'il y a 30 ans, pour mon livre sur Albert Londres, un document que j'avais trouvé dans des archives privées, un document formidable, inédit,
enfin renéoté, quoi, ils ne le trouvent pas facilement, qui est le rapport du commandant, qui s'appelait le commandant Vic, désolé, le commandant qui commandait le Georges Philippard et qui a fait son rapport pour la compagnie d'assurance à la suite du naufrage. Il y a eu un procès. Et dans ce rapport qui fait 50 pages, il y a tout. Enfin, il y a tout. Il y a sa version, bien sûr, mais il y a son rapport de navigation, il y a les dépositions de tous les passagers, de tout le personnel, enfin, tout est raconté. Donc, j'avais ça. À partir de là, je me suis dit, ben, je m'embarque. Et c'est pendant l'enquête, entre l'enquête, la fin de l'enquête et le début de l'écriture, qu'un second déclic s'est produit, c'est que je me suis dit, mais ça tombe extraordinairement bien, on peut l'appeler ça le hasard, la providence, peu importe. Ce qui tombe bien, c'est que je vais raconter finalement une croisière qui commence bien et qui s'achève en drame au moment où l'Europe va elle-même entrer dans le début d'un naufrage, puisque nous sommes au printemps 1932 et que pendant la croisière, on va apprendre que le résultat des élections législatives en Allemagne a fait du Parti national-socialiste d'Adolf Hitler le deuxième parti d'Allemagne, et que quelques mois après, il va être appelé à devenir chancelier de l'Allemagne. Donc, c'est un peu une métaphore, mais je ne l'ai pas inventée, puisqu'elle s'est produite à ce moment-là. Je raconte en fait deux naufrages en parallèle. Et alors le premier, si vous voulez, ces deux naufrages sont annoncés en permanence par le narrateur, qui s'appelle donc François-Marie Boer, à qui je prête beaucoup de mes traits, bien sûr. Et pardon, j'anticipe sur vos questions peut-être. Alors je vais m'arrêter, mais juste pour dire, voilà, cet homme qui raconte l'histoire et qui est sur le bateau, bien sûr, il est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte, mais qu'on a appelé depuis très longtemps, depuis des siècles, des Cassandres, c'est-à-dire des gens qui annoncent des mauvaises nouvelles. Et lui, en permanence, il inquiète tout le monde, les passagers, le personnel navigant et les autres, d'abord sur un plan, la sécurité du navire, parce qu'il a assisté au lancement du navire, et il a vu qu'il y avait des problèmes électriques, que le tableau électrique a de gros problèmes. Et donc il dit, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Un bateau tout neuf ne doit pas avoir des courts-circuits, ce n'est pas normal. Et donc, ça, il ne va pas cesser de dire il y a un problème sur ce bateau. Et d'un autre côté, il va organiser tous les après-midi au fumoir une conversation avec une douzaine de passagers sur des sujets divers et variés, mais tous se ramènent à l'inquiétude européenne sur l'avenir de l'Allemagne, donc de l'Europe. Avant d'évoquer à nouveau peut-être le rôle de Cassandre de ce narrateur et ces fameuses discussions dans le fumoir, attardons-nous 5 minutes, si vous le voulez bien, sur sa personnalité et sur sa profession. Il est bibliophile et il est marchand de livres. Et justement, vous disiez qu'il avait un petit peu ou beaucoup de vous. C'est d'abord un narrateur, un observateur et un témoin auquel vous faites dire, lorsqu'il évoque son premier achat de livre, un livre ancien à 13 ans, « Ce qui m'avait ébloui, c'était moins le livre que l'idée que pour une telle somme, on puisse avoir un témoin aussi intact et évocateur d'un monde disparu près de 3 siècles avant nous. Et un peu plus loin, tant de fois j'ai souhaité changer de contemporain. Seuls les romans l'autorisent. Je ne m'en suis pas privé. Sans la littérature, je passerai mon temps à maudire mes contemporains. » C'est donc un petit peu vous, Bauer ? Oui, c'est un peu moi, oui. Enfin, je ne suis pas amer, hein. Je ne suis pas ni amer ni pessimiste, mais évidemment, mais vous savez, tous les romanciers mettent du leur
dans le personnage principal, dans le narrateur. Au-delà, c'est pas tellement l'amertume que je voulais évoquer, c'est plutôt le rôle de témoin. Témoin, c'est presque oui. une mise en abîme dans le rôle du livre qui revient comme un témoin de ce qui a pu se passer précédemment. Oui. Il est intéressant que... Le témoin, Oui. c'est le mot-clé, et moi ça me renvoie à un vers de Paul Celan, qui est un poète que j'admire infiniment, qui dit « Personne ne témoigne pour le témoin ». Ça, c'est quelque chose, ça a l'air anodin, c'est pas anodin du tout. Personne ne témoigne pour le témoin. Il a écrit ça dans un poème dans les années 60, mais c'est d'une actualité terrible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des témoins de la guerre, de l'incarcération, de la torture, de la déportation, qui sont une génération qui est en train de s'éteindre et de partir. Déjà, quand ils étaient là, qui pouvaient aller dans les écoles témoigner de ce qu'a été la guerre, il y avait des gens qui ne les croyaient pas, ce qu'on appelle des négationnistes, qui ne cessaient de dire c'est des inventions, tout ça. Eh bien, les derniers témoins vont disparaître. Quand ils ne seront plus là, personne ne témoignera pour eux. Alors heureusement, on a des documents, etc. Mais aujourd'hui, que ce soit des photos, les enregistrements, les films, plus personne ne les croit. Chaque fois qu'on regarde une photo, maintenant, on dit oui, mais elle est trafiquée. Oui, mais il y a Photoshop. Oui, mais ça a été recadré, ça a été... Donc, comme plus personne ne croit rien et que, malheureusement, certains ont réussi à instiller dans l'esprit public l'idée de vérité parallèle, ou pire encore, de vérité alternative. Je pense à Trump aux États-Unis, notamment, ce qui a fait des dégâts considérables dans l'esprit public. À cause de cette idée-là, ça fait des dégâts terribles. Vous savez, il y a 30 ans, il y avait un feuilleton que vous connaissez, dont j'oublie le nom, sur M6, ou il y a 25 ans, qui s'appelait... Le slogan, c'était « La vérité est ailleurs ». Comment ça s'appelait ? X-Files, voilà, merci. Bon, ben X-Files, ouais, j'étais moyennement fan, mais ce n'était pas le problème. La vérité est ailleurs. Mais à l'époque, dire la vérité est ailleurs, c'était, moi je me dis, ben, c'est la science-fiction, c'est bien, c'est des ressorts habituels. Mais aujourd'hui, quand vous dites la vérité est ailleurs, les gens croient que la vérité est ailleurs. Sur tous les sujets, à commencer par la politique et tout le reste. Et c'est là qu'il y a un vrai danger. Je digressais, mais je ne sais plus comment. Du témoin, justement, ce n'est témoin, pas du ouais. tout une digression. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, et Sandra rebondira très bien dessus, c'est la quantité assez phénoménale de références culturelles, littéraires et philosophiques européennes. C'est là où on voit vraiment la micro-société flottante dont vous parlez, qui est vraiment, on peut dire, un morceau d'Europe. Vous dites à un moment donné un morceau de France, mais c'est aussi un morceau d'Europe. Et il y a véritablement la métaphore ici, et vous en parliez, mais la métaphore d'une Europe vieillissante, parce qu'il faut dire que la plupart des passagers sont plutôt âgés, assez aisés, et pour ceux qui sont un peu plus jeunes, disons entre guillemets, mis à part les enfants, il y a le narrateur, mais qui est collectionneur bibliophile, donc plutôt tourné vers les archives du passé, et Salomé Pressani, qui est, elle, l'une des plus jeunes, qui a 24 ans, et qui, elle, est plutôt intéressée par des personnes plus âgées qu'elle. Et elle le dit et elle s'en revendique. Donc il y a vraiment l'image d'une Europe très cultivée, aisée, plutôt âgée, qui justement en fait est dans une forme de déni, un peu impuissante face au double péril, et vous en avez parlé, au double naufrage qui s'annonce, tant celui du paquebot que celui de l'arrivée d'Hitler. Je vous interromps, elle n'est pas impuissante, mais vous avez employé le mot qui pour moi est le mot tellement juste, le mot de déni. Et là encore, c'est quelque chose de très actuel. C'est-à-dire, je suis frappé, parce que je suis toujours dans les résonances. Hein. Je ne pense pas que l'histoire bégaye, que l'histoire se répète, il ne s'agit pas de ça. Je parle des échos que l'histoire envoie aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle
des résonances, ou pour reprendre une expression consacrée par Jean-Noël Jeannet, l'historien, la concordance des temps, son émission du samedi matin, la concordance des temps. Et là, le mot de déni, c'est exactement le mot qui convient pour désigner un certain nombre de gens à bord. On est en première classe, chefs d'entreprise, industriels, qui participent à la conversation quotidienne dans le fumoir. Et évidemment, on parle du nazisme qui est en train de monter, de ce danger. Il y a des Allemands parmi eux, des industriels, tout ça, ce sont des gens de bonne compagnie. On n'est pas avec des militants excités, etc. Ils bavardent, ils discutent. Parfois, le ton monte, mais ça reste entre gens de bonne compagnie. Et quand ils entendent certains dire « Hitler est un danger et le nazisme, c'est la barbarie aux portes de l'Europe », ils calment le jeu en disant « Mais vous en faites trop. Cet Hitler, oui, il est assez hystérique. Il est assez inculte. Comme ancien combattant, il n'a rien fait de spécial. Tout ça, vous avez raison. Mais quand il sera au pouvoir, parce qu'eux ne doutent pas qu'il arrivera au pouvoir dans les quelques mois à venir, quand il sera au pouvoir, il amènera l'ordre et la paix. Et l'ordre, c'est ce qui est nécessaire à la relève économique, à la bonne santé économique d'un pays. Et quand ils disent ça, vous avez des Français à bord, eux-mêmes aussi, des chefs d'entreprise, des dirigeants, qui disent oui, ils ont raison, ils ont tout à fait raison, et on soutient cette idée. Puis vous en avez d'autres qui disent mais vous ne vous rendez pas compte de ce que ça apporte derrière. Et là encore, bon, je redis ce que j'avais dit avant-hier soir, mais enfin, tout le monde n'y était pas, mais c'est un exemple de concordance des temps. Ce que dit mon narrateur à ces gens-là, dans ce fumoir tous les jours, il leur dit « Intéressez-vous à ce que disent vos adversaires, vos ennemis, ceux que vous détestez le plus, ne les méprisez pas en disant ce sont des gens que je combats. Si vous les combattez, commencez par les lire et par les écouter, et vous saurez ce qui vous attend, et vous saurez pourquoi vous vous battez. » Et là, il leur dit à tous, mais qui parmi vous a lu Mein Kampf? On est en 1932. Mein Kampf est paru depuis des années. Et les Allemands l'ont lu, mais en disant, mais ils disent, bon, enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est très, très mal écrit. C'est parfois très confus. Bon, évidemment, il y a la haine des Juifs. Bon, mais ça, c'est très répandu. Puis, il y a la haine des Français. C'est quand même, si on lit Mein Kampf, le peuple le plus, à part les Juifs, le plus insulté, celui à qui Hitler promet l'esclavage, il promet d'être asservi, ce sont les Français. Il a dit, mais lisez-le et écoutez ses discours. Pendant la traversée, vous savez, ils reçoivent les journaux par la TSF. C'est quand même assez moderne. Ils reçoivent les journaux. Et parmi les journaux qu'ils reçoivent, il y a Le Matin, qui est un grand quotidien parisien. Et tous les jours, les passagers, dans Le Matin, peuvent lire une série qui paraissait à ce moment-là, au printemps 1932, formidable, signée Joseph Kessel. Kessel avait été envoyé en Allemagne, et il avait été à Berlin, à Munich, à Dresde, un peu partout. Il allait dans les brasseries où les nazis faisaient des meetings pour écouter, pour savoir ce qu'ils disaient, comment ils se comportaient, qu'est-ce qui se passait. Et très souvent, il a suivi Hitler, là-bas. Et il raconte, et sans faire de littérature, il raconte de manière très, très sobre et très neutre. Et il dit, c'est quand même extraordinaire. Ce type, Hitler, vous le verriez dans la rue, vous ne retournez pas. C'est un type banal, un physique banal, aucun intérêt. Vous regardez sa biographie, parce qu'il a fait un peu de prison, parce qu'il a fait de l'agitation. Il est ancien combattant, mais tous les Allemands sont anciens combattants. Il n'a pas fait d'acte d'héroïsme particulier. Il n'y a vraiment rien à dire. Sur le plan professionnel, c'est un peintre raté. Il a fait l'Académie des Beaux-Arts, mais il a impressionné personne et il a abandonné. Mais quand cet homme, assis parmi les consommateurs à la brasserie, quand on l'appelle pour prendre la parole et qui va sur une estrade et qui prend la parole, tout le monde est électrisé.
car il a le génie du verbe et se dégage de lui un magnétisme comme on ne l'a jamais vu chez un homme politique. Alors évidemment, il ne parle pas, il hurle. Mais quand il parle, ils sont tous envoûtés. Et ça, je veux dire qu'il fallait le lire, il fallait l'entendre, pas le rejeter comme ça, de manière... Bon, eh bien, pourquoi je suis... comment dire, je me suis intéressé à cet exemple-là. Parce que, je ne vais pas faire d'analogie, Hitler-Poutine, sûrement pas. Ni dire qu'on vit aujourd'hui comme dans les années 30, on a entendu ça récemment, sûrement pas. Moi, je ne crois pas du tout à ce genre de rapprochement. Je parle d'écho, de résonance. Et dans les résonances, je suis fasciné par le fait qu'on soit tous surpris par ce que fait Poutine depuis 4 mois. Ce qu'il fait, il l'a annoncé il y a 20 ans. Vous pouvez trouver aujourd'hui sur YouTube très facilement, notamment une conférence de presse qu'il a faite il y a 20 ans pour les Russes. Elle est sous-titrée. Je crois que l'interprète parle pas sur sa voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit 2 choses. La première, il dit l'Ukraine n'existe pas. C'est un non-pays, c'est un non-peuple, c'est une non-langue. Donc il est dans le déni absolu, mais dans la négation de l'autre, qui est le mépris absolu. Il dit ça n'existe pas, c'est une province de la Russie qui s'est échappée pour des raisons de circonstances, mais que nous allons reprendre. Mais il dit bien, ce n'est qu'un début. Et là, après, il exprime sa haine absolue de l'Occident, de l'Europe, qu'il décrit essentiellement comme un continent de drogués, de gays et de dégénérés. Voilà l'Europe pour Poutine. Eh bien, si on écoute ça et si on le lit, on est moins surpris par ce qui arrive et on sait exactement contre quoi on se bat. Alors, vous parliez de concordance des temps et là d'analogie en quelque sorte. Michel a évoqué les références littéraires. Pendant la traversée, Bauer lit La montagne magique de Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929. Ce livre, qui se déroulait également dans un espace clos, un sanatorium, est aussi une évocation de la société européenne de l'époque, sur le point de basculer dans la barbarie de la Première Guerre mondiale. Pour Bauer, c'est le roman total, qui serait de tous les temps, sans oublier d'être aussi de son temps. Je vous cite évidemment, le roman que tout écrivain rêve d'écrire. Vous ajoutez même à propos de Thomas Mann cette très belle phrase, il avait craqué une allumette dans la forêt obscure de ses lecteurs. Au-delà du parallèle historique que l'on peut faire, évidemment, La montagne magique invite aussi à réfléchir sur le rapport au temps, exactement comme la croisière, pendant laquelle on a tout le temps, justement, de méditer. De toute façon, le rapport au temps, il est au cœur de toute la littérature. Évidemment, on va vous sortir Proust. Je trouve que là, je participe à la revue d'histoire depuis presque ses origines, depuis très longtemps, je n'ose pas dire le nombre d'années. Je suis au comité de rédaction et là, il se trouve qu'on prépare un numéro spécial sur le temps. Et on s'est aperçu que cette méditation sur le temps, elle est partout. C'est-à-dire qu'on a fait un sommaire, bien sûr, mais il y a un tel afflux de propositions, d'articles, de tous les historiens avec qui on travaille, qu'on pourrait faire un livre énorme. Tellement, le temps, c'est partout. C'est pas que Proust. Parce que on nous ramène toujours à Proust. C'est Thomas Mann, mais vous pouvez trouver ça, je veux dire, pour moi, c'est toute la littérature, quoi. Même chez des écrivains beaucoup plus mineurs, je le dis parce qu'on me l'a reproché, mais c'est pas grave, comme Stefan Zweig, 24 heures à la vie d'une femme, oui, ça aussi, c'est un rapport au temps, si on veut. Je vais rebondir sur le nom de Stefan Zweig, parce que c'est très intéressant. Dans le livre, vous dites qu'il n'a pas le génie de Thomas Mann, vous l'écrivez, et si vous êtes élogieux au sujet si Bauer est élogieux au sujet de Thomas Mann, homme et écrivain, il est en revanche beaucoup plus réservé au sujet de Stefan Zweig, et pas seulement en tant qu'écrivain. Son caractère me gêne, dit-il. Il lui reproche en effet, malgré son talent, qu'il reconnaît quand même, de ne jamais s'être véritablement engagé, d'être resté dans la neutralité, dans la passivité même devant la montée des périls.
Et il lui prédit, d'ailleurs, dans le livre, une fin tragique. Bon, on sait que Stefan Zweig devait se suicider en 1942 avec son épouse. Et on peut rappeler aussi, à cette occasion, que Klaus Mann, le fils de Thomas Mann, était allé voir Stefan Zweig pour justement lui demander de réagir. Alors c'est intéressant que vous ayez mis ces deux grandes figures de la littérature de l'époque dans ce rapport-là. Stefan Zweig, pour moi, c'était un mystère. Bon, je suis comme beaucoup de nos amis qui sont là. J'ai été grand lecteur de Stefan Zweig quand j'étais plus jeune. J'avais l'esprit moins critique, peut-être, probablement, mais j'étais un de ces grands lecteurs. Bon, mais je ne me posais pas trop de questions. Je lisais tout, Amok, 24 heures de la vie d'une femme, Le poids de la grâce, enfin, il y a pas mal de titres. Et je me disais, c'est un grand écrivain. Bon. Et puis, il y a eu plusieurs alertes, si je puis dire. Il y a plusieurs éléments qui ont fait que je me suis posé des questions à un moment. Au lieu de tout recevoir comme tout le monde en me disant, c'est le grand écrivain, Zweig, la première chose, c'est que je me suis aperçu que la France a fait de Zweig un immense écrivain, mais depuis très longtemps. Quand je dirigeais le magazine Lire, dès qu'il y avait une baisse des ventes, je faisais une couverture sur Stefan Zweig, ça remontait. Et avec un petit dossier derrière, bien sûr. Parce que, bon. Et parfois, tous les 2-3 ans, et le directeur du groupe de presse me disait « Mais qu'est-ce que tu as avec Stefan Zweig ?» Je disais « Rien, mais tu as remarqué que ça remonte. » Bon, et ça, c'est typiquement français. Vous savez que les Allemands ne comprennent pas pourquoi, en France, on aime à ce point Stefan Zweig, Heidegger et Junger. Ils me disent toujours, vous savez qu'en Allemagne, on n'est pas du tout comme vous vis-à-vis d'eux. Bon, c'est un grand philosophe, des grands écrivains, mais ne partagez pas ça. Ensuite, ce qui m'a alerté, c'est qu'un jour en Angleterre, je voulais acheter pour offrir à quelqu'un un livre de Zweig traduit en anglais. Je vais dans la meilleure librairie de Londres, je ne trouve pas. Pas un. En France, vous avez un rayon entier, en poche. Alors je vais voir le vendeur, c'est Harchards, à Piccadilly Circus. Je vais voir le vendeur, je lui dis, mais il n'y a pas un livre? Il me dit non. Ben, je lui dis, ça ne vous dérange pas? Il me dit non, pourquoi? Ben, il me dit, c'est un écrivain mineur. Donc peut-être qu'un jour il y en aura un ou deux, mais là il n'y a pas. Personne ne le demande. Ah, je dis, un écrivain mineur, franchement. Ça. Et je parle avec des Allemands, des intellectuels, des écrivains, des gens que je vois régulièrement. Ils me disent, vous savez, en Allemagne et en Autriche, pays de Zweig, à côté de Thomas Mann, Robert Musil, Arthur Schnitzler ou Joseph Roth, Stefan Zweig, c'est rien. Mais je sais que pour vous, Français, c'est beaucoup, mais pour nous, c'est rien. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a un mystère. Et ce mystère a commencé à s'éclaircir. Un jour, j'ai reçu une invitation en tant que journaliste pour un colloque de traducteurs à Paris sur Stefan Zweig. Donc des traducteurs de Zweig. Alors ça m'a intéressé. Donc je suis allé. Et à un moment, j'ai posé la question. Je leur ai dit, je suis étonné. Et là, ils m'ont expliqué, ils ont tous expliqué, c'était passionnant. Ils ont dit, c'est très simple. Stefan Zweig, quand on connaît bien la langue allemande, a une grande pauvreté de vocabulaire et une pauvreté lexicale. Eh bien, nous, ces traducteurs, on l'a embelli. Oui. Et alors, je dis, mais quoi, ces traducteurs français, vous l'avez embelli? Bon, d'abord, vous savez que ça se fait. Hein. Il y a même, bon, ils n'ont pas été jusque... Mais il y a des traducteurs qui carrément embellissent tellement un écrivain qu'ils lui enlèvent un chapitre ou ils en rajoutent un autre. Hein. Je vous parlerai plus tard, si vous voulez, du poème de Kipling, parce que ça m'a vraiment... Bon, c'est une autre histoire. J'en parlerai après, si vous voulez. Et là, ils ont dit, on l'a embelli. Je dis, mais comment, en France, vous avez... Elle me dit, mais il n'y a pas qu'en France. Et il y avait des traducteurs italiens et espagnols qui disent, nous aussi, on l'a embelli. Et c'est pour ça que dans d'autres pays que l'Allemagne et l'Autriche, il a un certain succès. Ensuite, j'ai découvert une chose que je n'avais pas vue, c'est que ce n'est pas un romancier. À part un roman qui est inachevé, tout le reste, tous ces grands livres, ce sont des nouvelles. Je n'ai rien contre la nouvelle. Enfin, ça n'a aucune commune mesure avec La Montagne Magique, Les Buddenbrook ou avec
La crypte des Capucins ou la marche de Radetzky ou L'homme sans qualité. Donc, effectivement, à côté, les nouvelles de Zweig, c'est pas mal. En tant que biographe, j'ai relu ses biographies, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est des portraits. Ce ne sont pas des biographies, il n'y a pas de recherche. Ce sont des portraits joliment troussés, mais ce sont des... Marie-Antoinette, les historiens ne l'utilisent pas, parce qu'il n'y a aucune recherche. C'est une synthèse, c'est tout, mais joliment faite. Et donc là, ça a commencé. Et ce qui m'a donné le coup de grâce, pour en finir avec Zweig, c'est un film que j'ai vu il y a 6 ou 7 ans sur les dernières années de Zweig en exil. Zweig en exil, un film de Maria Schrader. Et ça montre Zweig à New York dans les années 38-39. Quand même, c'est tard. Et là, il est chez lui. Bon, c'est le plus riche des exilés allemands parce qu'il vendait tellement de livres dans toute l'Europe qu'il était richissime par ses livres. Et là, on voit des exilés allemands venir le chercher chez lui en disant « Tu vas venir, il y a le congrès du Pen Club à New York qui défend les écrivains exilés antifascistes, c'est-à-dire nous. Il faut que tu sois là. » Alors il le traîne et il y va, alors qu'il ne voulait pas y aller. Puis il se met dans le public. Et à un moment, à la tribune, ils disent « Mais où est Zweig ?» Il dit « Il est là. » Il l'oblige à aller à la tribune. Et à la tribune, on lui dit « Bon, maintenant, vous allez prendre la parole. Engagez-vous, dites quelque chose. » En 38-39. Et il dit « Non, moi, je prends pas je prends pas la parole. Moi, j'écris des livres, c'est tout. » Et en fait, il n'a jamais voulu s'engager. Et je pense que, et c'est très décevant, parce qu'en 39, quand même, et en exil en plus, c'est très décevant, et en même temps, c'est une clé. Je pense que c'est la clé de son suicide. Je pense que c'est un homme qui était dépressif depuis très longtemps. Il ne s'est pas suicidé à cause du nazisme triomphant, etc. Non. Par peur de revoir l'Europe, non. Ou sinon, tout le monde en aurait fait autant. Non, il s'est suicidé parce qu'il y avait de longue date en lui quelque chose qui le minait, qui est peut-être aussi ce malentendu entre le public et lui. Le fait qu'il soit le grand écrivain de langue allemande pour l'étranger, mais pas pour les Allemands et les Autrichiens. Je pense que c'est une des clés. On ne sait jamais rien sur un suicide, mais une des clés, c'est ça. Donc tout ça a fait que je me suis dépris de Zweig, sauf un livre, qui est un livre fondamental, qui dit beaucoup de choses, c'est Le Monde d'avant. C'est le monde d'hier ou le monde d'avant ? Le monde d'hier. Le monde d'hier, pardon. Le monde d'hier, vous le citez dans... Je le cite. Je confonds toujours avec le monde d'avant. Le monde d'hier, qui est un témoignage formidable avant 1914, sur ce qu'était l'Europe, sur ce qu'elle a espéré avant la catastrophe de 14-18, et sur les mentalités, vraiment, ça c'est un livre, c'est un grand livre. Vous évoquez un grand nombre de personnages historiques contemporains de cette époque, mais également vous en mettez en scène un. Alors au début c'est un spectre, dans la première partie c'est Albert Londres que le narrateur cherche, que même plusieurs passagers cherchent, on se demande s'il était dans les couloirs des cabines, enfin, il y a toute une interrogation sur le sujet qui devient progressivement, sans trop divulguer un personnage en tant que tel, puisque historiquement il était sur le Georges Philippard, puisque malheureusement il y a péri. Quel rôle vous pouvez donner justement à ce personnage historique qui est devenu un personnage dans votre roman, ce qui n'est pas courant, et comment finalement son décès avec justement le naufrage de Georges Philippard signait quelque part la fin aussi d'une époque, parce que Albert Londres c'était aussi une référence majeure en journalisme d'investigation, et ça marque également une époque en tant que telle en Europe en tout cas. Alors, je ne dirais pas que c'était une rupture, pour reprendre un terme. La mort d'Albert Londres, ce n'est pas une rupture, parce qu'après lui, il y a eu des grands reporters. C'est même le début de quelque chose, parce que sa fille, Floris, a eu l'excellente initiative, 1 an après sa mort, de réunir les amis d'Albert Londres, Joseph Kessel, Édouard Elcé, Alexis Danan, et quelques autres qui étaient les grands, Louis Roubaud, qui étaient les grands reporters des vedettes, c'était des vedettes à l'époque, et pour constituer le jury du prix Albert Londres.
Et c'est ça qui fait que, depuis cette époque, on parle d'Albert Londres. Ça n'a l'air de rien, mais je pense que sans ce prix, qui récompense donc depuis 1934 le grand reporter de l'année, sans ce prix, qui est le Goncourt des journalistes, ben, je pense qu'on ne parlerait pas d'Albert Londres aujourd'hui. Comme quoi, hein, c'est important. J'ai 2 exemples comme ça. Albert Londres, et je vous assure que sans sa fille et ce prix, il ne serait pas là aujourd'hui. L'autre exemple, c'est Camondo. Donc j'ai consacré un livre à Dernier des Camondo. Le coup de génie de Moïse de Camondo, donc il a perdu son fils à la guerre, ça l'a dévasté, et son hôtel particulier, rue de Monceau à Paris, qui est un endroit exceptionnel, où il y a une collection qui est le meilleur du XVIIIe siècle français en toutes choses, argenterie, tableaux, tapisserie, mobilier, tout. Eh bien, quand il a constitué la collection, à la fois le bijou, la collection, et l'écrin, l'hôtel particulier, il a fait un testament. Et dans le testament, il y avait beaucoup de choses. Hein. Je lègue ça non pas à la France, mais au Musée des Arts Décoratifs. Il ne faut pas séparer le contenu du contenant, ne rien rajouter, ne rien retrancher, etc. Il a même prévu les fleurs qu'il fallait mettre à chaque saison différente à l'intérieur de la maison. Et il a dit attention, ça doit s'appeler Musée Nissim de Camondo. Nissim étant le nom de son fils mort à la guerre. Si vous ne l'appelez pas comme ça, je ne le donne pas, j'en fais pas don. C'est un don inestimable. Hein. Eh bien, grâce à ça, le nom de Camondo existe encore. Sinon, il aurait complètement disparu. Parce que ça avait disparu de toutes les encyclopédies de partout. Alors vous venez de citer effectivement une de vos œuvres, le dernier des Camondo, mais dans le livre, les références et les clins d'œil à certaines de vos œuvres émaillent les pages. Par exemple, Madame Maudet de la Cour, dites-vous, ressemble au portrait de Madame de Senon par Ingres. Et dans votre livre, le portrait de Betty de Rothschild, en l'occurrence, est également signé du même peintre. Il y a une allusion au livre de Job par Salomé de Cressagny. Ça fait penser à votre livre Vie de Job. Il y a une occurrence sur le Lutetia et sur Camondo, effectivement, quand vous décrivez la décoration absolument somptueuse du paquebot. C'est très intéressant, très documenté, très précis. Sans oublier Albert Londres, bien sûr, nous venons d'en parler. Et même Hergé, via un album de Tintin, Hergé dont vous avez écrit une biographie. Bon, j'en oublie sans doute. Alors, si l'on voulait tenter une boutade, c'est le retour des œuvres, comme le retour des personnages chez Balzac? Non, c'est pas du tout le retour, c'est je me fais plaisir. Vous nous faites plaisir aussi, hein, oui. Si je puis me permettre. Mais j'aime bien faire plaisir. Vous savez, quand on écrit un livre, ça prend du temps. Je le répète, on est tout seul. Bon, de temps en temps, moi j'aime bien envoyer des clins d'œil à moi-même et aux autres. Il y a des messages cryptés, mais que vous ne pouvez pas saisir parce que c'est à tel ami, tel copain, telle personne. J'aime bien faire ça. L'important, c'est que tout le monde puisse comprendre, mais la personne à qui je m'adresse le comprenne. Alors parfois, c'est pour moi-même, les exemples que vous avez cités, mais il y en a des autres, il y en a d'autres. Il y a des noms, par exemple, qui ont existé et qui concernent une personne que j'ai connue, un monsieur russe qui s'appelait Sokolovski et que tout le monde appelait Soko. Il est mort, ça me fait le plaisir de l'envoyer un salut comme ça d'outre-tombe. Donc il faut se faire plaisir. Pas seulement se faire plaisir. Il y a des clins d'œil, même si vous pensez, en les écrivant, qui seront peu perçus, il ne faut pas hésiter à le faire. Je veux dire pourquoi, ce qui m'a permis de faire ça. Hein. Parce qu'au départ, je me disais, autrefois, quand j'étais tenté par un clin d'œil, je me disais, c'est pas bien, parce que le grand public ne va pas comprendre. Bon, et donc ça va passer complètement au-dessus de la tête des gens. Et ce qui m'a désinhibé, c'est une interview de Kieslowski, le metteur en scène polonais. Il est notamment l'auteur de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Je sais pas, certains parmi vous ont dû voir l'un de ses films.
Moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Bleu, avec Juliette Binoche. Et ça raconte au début l'histoire d'une femme de la bourgeoisie qui a marié un très grand compositeur, ils ont eu un enfant, et sur la route, la voiture s'écrase contre un platane et elle perd son mari et leur enfant. Et elle se retrouve seule. Donc c'est tragique, c'est affreux. Bon. Et elle décide de quitter leur maison, vivent à la campagne, très belle maison. Elle quitte la maison qui rappelle trop sa famille défunte et elle prend un petit appartement dans Paris. Bon. Pourquoi je vous raconte cette scène? Parce qu'à un moment, c'est la nuit, elle est seule, elle n'arrête pas de pleurer, quoi. Enfin, c'est affreux. Et elle entend un bruit sur le palier de l'appartement où elle vient d'arriver, elle n'a pas de meubles. Elle ouvre la porte et c'est un chat. Donc elle le recueille et à ce moment-là, on entend un violent coup derrière elle. C'est la porte qui s'est refermée et elle se retrouve enfermée dehors. Bon, ça arrive, ça nous est arrivé à tous, sauf que là, elle ne connaît personne, elle vient d'arriver, je ne sais même pas s'il y a une concierge, il est minuit, elle est enfermée dehors. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Kieslowski, quand il raconte ça à l'intervieweur qui lui parle de son film, il demande à l'intervieweur, dans cette scène, vous n'avez rien remarqué de spécial? Alors le garçon, le journaliste, dit non, rien de spécial. Il dit, vous n'avez rien entendu de spécial? Il dit, oui, une porte qui claque. Et Kieslowski dit, eh bien, j'ai introduit un détail. C'est quoi? C'est que quand la porte de l'appartement se referme brutalement, j'ai demandé à l'ingénieur du son de mixer dedans le bruit infernal que fait la voiture quand elle s'écrase sur le platane. Et effectivement, j'ai réécouté, ça produit un effet terrible. Mais personne n'y pense. Et le journaliste dit, oui, vous avez raison, quand on réécoute, c'est ça. Et alors Kieslowski dit, j'ai fait ça pour dire que Juliette Binoche, enfin l'actrice, l'héroïne du film, la porte qui claque, ce bruit la ramène une fois de plus à son mari et à sa fille et à l'accident. Et le journaliste lui dit, mais enfin, qui va percevoir ça? Et Kieslowski lui répond, s'il y a 2 personnes qui le perçoivent parmi les millions de spectateurs, ça me suffit. Moi, c'est pareil. Alors peut-être une autre référence que j'ai cru percevoir, c'est lorsque le commandant Pressani se laisse mourir. Alors on en a du mal à percevoir ça comme un suicide, juste avant d'ailleurs le naufrage d'ailleurs. Quelques jours avant le naufrage, il dépérit, il ne souhaite plus s'alimenter, enfin il y a quelque part un peu un laisser mourir, parce que c'est pas vraiment un suicide. On peut se laisser mourir. On peut se laisser mourir, tout à fait. Alors je vous donne 2 clés, pardon, je vous interromps, je vous donne 2 clés, 2 clins d'œil. Pressani, donc je l'ai inventé, ce nom, enfin ce personnage. Pourquoi il s'appelle Pressani? Parce que quand j'écrivais mon livre, nous sommes allés passer un dimanche dans la maison de campagne des Gallimard qui habitent à Pressani. C'est un clin d'œil, mais il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre. C'est pas grave. Et à part ça, le fait de se laisser mourir, de décider de se laisser mourir, c'est ce que j'ai vécu, je peux dire, à titre amical, parce qu'on était très liés, avec Henri Cartier-Bresson, qui est un de mes héros et amis. Et Cartier-Bresson s'est laissé mourir. Ça ne s'est pas su, mais ça n'a pas été écrit. Partout on a dit, on ne sait pas de quoi il est mort. Il avait 93 ans, je crois. 93, oui. Et il était là, LAS. Et j'ai demandé à sa femme, et elle m'a dit, tu sais, il a arrêté de manger, il a arrêté de boire, il n'a plus parlé, et ça a pris quelques jours, et il est mort comme ça. Il n'est pas mort de maladie, il est mort parce qu'il en avait assez d'enterrer ses amis. Alors, bien évidemment, ce n'était pas les références que j'avais en tête, non, mais je vous en prie, non, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on voit que les références viennent de toutes parts, il n'y a pas de cloison ni de frontières.
C'était donc l'ami d'Aberlon Longuevillard qui dit cette phrase, je trouve, d'un stoïcisme totalement limpide. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et je trouvais que c'était... Alors, je pense qu'il y a un emprunt à la pensée stoïcienne dedans. Alors, peut-être vous voulez peut-être davantage en parler, mais l'idée de, finalement, on préfère finalement s'effacer avec nos valeurs que continuer à survivre sans nos valeurs et sans notre intégrité. Je tiens cette idée-là, de la lecture des témoignages de la résistance sous l'occupation. C'est-à-dire à force de lire... alors c'est pas du panache gratuit, c'est... vous savez, il y a sur Internet, moi je lis beaucoup les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a comment dire, on appelle ça un compte. Il y a un compte Twitter, je ne sais pas qui le tient, je crois que c'est un historien, Parole de la résistance. Tous les jours, il met une photo sépia de quelqu'un de différent, un homme, une femme, jeune, un peu moins jeune, peu importe. Twitter, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Donc quelques lignes pour dire qui il était, où est-ce qu'il habitait, dans quelle région de France, ce qu'il faisait, et ses derniers mots avant d'être exécuté ou déporté ou autre. Bon, pour moi, c'est de là que ça vient. Et c'est pas, encore une fois, on peut dire, ah oui, c'est du panache, c'est beau, c'est romantique, c'est sentimental. Non, c'est pas... J'en reviens à l'occupation. Pourquoi ? Parce que c'est une des rares périodes où se cristallise le meilleur et le pire de chacun d'entre nous. Je sais que la Corse a été exemplaire, qu'elle a eu qu'un seul déporté, que des Juifs y ont été cachés et que les Allemands n'ont pas pu faire quoi que ce soit parce que la population a fait ce qu'il fallait pour les protéger, et que c'est le seul département de France et c'est la seule région qui peut se permettre de dire qu'ils ont été exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, eh bien, donc ça vous parle en principe quand je dis ça ici. Eh bien, ça cristallise le meilleur et le pire des gens. Quelqu'un d'un peu courageux en temps normal devient très courageux, quelqu'un d'un peu lâche devient très lâche, quelqu'un d'un peu attentiste devient tout à fait attentiste, comme la majorité des Français, parce que l'époque était tellement intense qu'elle a cristallisé et radicalisé chacun d'entre nous de manière, même ceux qui ne voulaient pas, à leur insu. Il n'y avait pas le choix. Et c'est en ça qu'elle m'intéresse, et c'est en ça que j'y reviens assez souvent. Alors, je voudrais peut-être, avant que nous n'allions peut-être vers la conclusion de cet entretien, introduire une note un petit peu plus légère dans cette conversation. Pendant la croisière, on l'a compris, Bauer observe tout le monde, il fait même des fiches sur chaque passager, et par goût et par tropisme professionnel peut-être aussi, il donne aux passagers des surnoms de personnages de papier. Alors il y a Madame Verdurin, il y a Oblomov, il y a Knock. Il n'y a guère qu'un ou deux passagers à qui il ne passe pas la grâce d'un surnom. Ce qui donne une galerie de portraits très vivants, amusants. On rit dans votre livre, on rit aussi dans votre livre. Et il y a aussi cette anecdote des livres de chevet. Pourquoi La chèvre de Monsieur Seguin pour Bauer, qui est un bibliophile averti, et pourquoi Michel Strogoff pour Salomé? Alors, moi, on me pose souvent la question dans les journaux, quel est votre livre de chevet? C'est tout le temps, c'est l'enquête Marronnier qui revient en permanence. Quelqu'un ici pourra vous confirmer ce qu'il y a à mon chevet? Il n'y a même pas un livre, il y a moins qu'un livre, c'est une plaquette. Parce que c'est une plaquette comme on fait pour les enfants. Donc, c'est la chèvre de M. Seguin. Parce que, pour moi, on est libre quand on sait dire non. Depuis que j'ai su dire non, je me suis senti libre. Et quand on dirige des journaux, on dit non 500 fois par jour. Et si on n'arrive pas à le faire, on est fichu. J'ai quelques bréviaires de résistance. Premier combat de Jean Moulin, qui est un livre qu'il a écrit sur juin 40, quand il était préfet à Chartres. C'est la première fois qu'il a dit non.
Les Allemands l'ont dit au moment de couper la préfecture à Chartres. Il y a eu un massacre de population civile à 150 morts sur la route. Ce sont vos nègres qui les ont assassinés, les tirailleurs sénégalais. Et Jean Boulin, préfet, dit c'est pas vrai. C'est la Luftwaffe qui, alors que ces enfants, ces femmes et ces vieillards fuyaient, vous les avez mitraillés. C'est pas un tirailleur sénégalais. Ils disent non, vous allez signer le papier comme quoi. Et il dit non. Et tout de suite, on l'enferme dans la cave et c'est le début de. Bon. Premier combat, vie de Job, qui est exemplaire, puisque lui, il dit non à l'Éternel, ce qui est quand même assez fort pour un croyant. Et le troisième, il y a Paul Celan, le poète que j'ai déjà cité. Et enfin, la chèvre de M. Seguin, pour une phrase. Mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Ça, c'est un bréviaire, c'est pas seulement de résistance, mais de survie. On peut me montrer tous les manuels de survie qu'on veut, je sais qu'il y en a plein, c'est très à la mode. Pour moi, la survie, cette phrase suffit. Je m'en suis servi dans des moments parfois difficiles, mais sur le plan purement physique, face aux éléments naturels, sur une montagne, ça m'a sauvé. Mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Et je trouve que c'est un grand texte. On devrait le donner au bac philo. Oui. Ben oui, parce que ça va beaucoup plus loin que beaucoup. Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc voilà mon livre de chevet. Et quant à la deuxième. Et pourquoi Michel Strogoff comme livre de chevet pour Salomé? Parce que là encore, on me demande souvent en tant qu'écrivain, comme on demande à tous les écrivains, quels sont les livres que vous aviez, qui vous ont transporté quand vous étiez tout jeune. Et je suis toujours frappé de voir que mes camarades écrivains, quand je les lis, quand je les écoute, ils ont lu La recherche du temps perdu à 5 ans. Bon, franchement, c'est pas mon cas du tout. In extenso, ça va de soi, de 5 à 6 ans. Mais c'est pas du tout mon cas. Moi, quand j'avais, je sais pas, 8-10 ans, je lisais beaucoup, hein, mais Michel Strogoff, enfin Jules Verne en général, hein, comme tous les adolescents d'ailleurs, mais Michel Strogoff, ça m'a bouleversé. Bouleversé, d'ailleurs je vais le relire pour voir l'effet que ça me fait maintenant. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette phrase magnifique que j'ai utilisée d'ailleurs. Hein, regarde de tous tes yeux, regarde. Eh bien, c'est le moment de choisir votre passage préféré de votre roman. Un passage? On a le temps parce qu'il y a les questions. Oui, mais on a le temps les encore. Questions... Pierre, c'est vous qui décidez. Si ah non, mais moi je passe aux questions. Je veux vous bien êtes souverain. passer des questions d'ailleurs, mais j'en sais rien. Vous voulez que mais un passage, lequel? Celui. Ah bon? Ah, j'ai pas du tout choisi de. Ah, j'ai oublié, oui, j'ai oublié complètement. Bon. Mais attendez, on peut demander s'il y a des questions en attendant. Oui. Je trouve. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci Pierre Assouline, merci infiniment. Non. Je prends au hasard. C'est juste pour vous donner une idée de l'écriture. Hein, je ne sais même pas à quel moment c'est. Enfin bon. Enfin, c'est moi l'auteur. Hein. Je vous jure que c'est moi qui l'ai écrit, mais quand même. Mon interlocuteur demeurait intraitable dans ses certitudes bâties sur une théorie à mes yeux farfelue, cloîtrée dans un donjon théorique du haut duquel il considérait et expliquait toute l'histoire de la musique. Inutile de l'inviter à chercher dans quelques replis obscurs et inexplorés de son fort intérieur. Aucune chance que la grâce puisse jamais surgir dans une âme aussi fermée. Ce qui était tout de même regrettable, s'agissant d'un art, et lequel? Il me faisait penser à ce chroniqueur religieux d'un grand quotidien parisien que ses confrères surnommaient le piscopi de l'épiscopat.
et qui ne semblait jamais effleuré par le doute, figé dans sa bonne conscience comme le bœuf dans sa gelée. Au fond, le seul moment où il me toucha fut celui où il m'avoua qu'il aurait bien aimé être patron, non pour donner des ordres, mais pour ne plus en recevoir. C'est la vie, lança-t-il en français pour clore le débat, comme le font souvent les étrangers, à croire que cela ne se dit pas dans leur langue, à moins que cette touch of French ajoute un certain exotisme. Au vrai, j'ignorais encore d'où il venait et je me fiais uniquement à son accent oxfordien. Je m'étais même retenu de médire des Anglais en affirmant qu'ils n'aiment pas la musique. En vérité, ils aiment beaucoup le bruit qu'elle fait. Vous êtes bien anglais, n'est-ce pas? Pas du tout. Au contraire, protesta-t-il, ce qui me plongea dans un abîme de perplexité. Il n'en fallait pas davantage pour me confirmer la prémonition de Salomé. À bord de ce paquebot, nous étions dans la nef des fous. Merci.